national de l'artisanat des métiers de l'ameublement et qui va nous permettre de nous retrouver tous les vendredis à 14h30 ici même pour rencontrer des artisans de l'ameublement et de la décoration, découvrir leur savoir-faire et partager leur expérience, notamment en cette période de confinement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Paul Hoffmann, qui est artisan ébéniste créateur près de Saint-Étienne. Bonjour Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Paul, vous êtes un artisan qui crée des pièces uniques et sur mesure. Hein. Vous concevez et réalisez du mobilier urbain. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qui caractérise votre métier que vous appelez ébénisterie contemporaine? Eh bien, bonjour. Ébénisterie contemporaine. Donc, nous sommes artisans, nous sommes une petite entreprise de 4 personnes et on est ébéniste. Le métier d'ébéniste est un très vieux métier, donc ébénisterie contemporaine, ça, pour moi, ça signifie qu'elle se pratique aujourd'hui en 2020 avec donc un esprit contemporain au niveau des lignes du mobilier. Des techniques contemporaines par rapport au cintrage, au moulage des bois, et puis les matériaux contemporains également. Voilà ce qui peut caractériser ça. Après, moi, mon boulot d'artisan créateur, c'est d'aller un petit peu au-delà de la demande du client. C'est-à-dire que quand on me demande de dessiner un mobilier, il y a l'aspect fonctionnel, bien entendu, qui est très important et qui reste primordial dans la réponse qu'on a à donner à nos clients. Mais je vais plus loin que ça. C'est que j'essaye de dessiner du mobilier qui a du sens, qui a un caractère pour faire rêver mon client, pour me faire rêver moi, et derrière prendre un immense plaisir à réaliser ces pièces et au fur et à mesure d'affiner une essence propre. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde plus en détail quelques-unes de vos réalisations. On va les afficher à l'écran et vous allez pouvoir nous les commenter. Voilà. Donc à l'écran, là, c'est une petite écritoire qui a été dessinée pour une cliente qui est collectionneuse et qui, chez elle, a un petit boudoir, un petit salon, mais vraiment minuscule. Et elle souhaitait avoir une pièce de l'atelier. Donc, je lui ai proposé cette petite écritoire, qui est une toute petite pièce qui fait 1 mètre d'envergure sur 50 de profondeur. Et donc là, effectivement, d'une part, de par sa forme, de par sa construction, trouver son équilibre, trouver une évidence dans le design, et par le matériau bois qui est à notre disposition, le bois de plaquage notamment. On a des bois qui viennent du monde entier et on peut vraiment affirmer les caractères des lignes en utilisant ces bois-là. Là, en l'occurrence, on est sur une pièce qui est en fraqué bariolé et en ébène vert. Ok. Alors, une autre réalisation. Voilà, là, c'est un bureau pour un médecin à Saint-Étienne, et donc qui est une pièce qui est réalisée en sycomore avec des pieds qui sont en iroko. Et là, l'idée, c'était de jouer sur des contrastes de rupture, notamment sur le grand plateau rectangulaire qui est comme ça découpé avec une ligne très tendue, avec ce jeu de piétement qui s'emboîte de part et d'autre du plateau, et cette ligne de couleur comme ça qui vient animer ce volume qui pourrait être lourd, mais qui d'un coup se met à voler grâce à cette ligne de couleur. Alors là, c'est un cabinet à bijoux. Cabinet à bijoux qui s'appelle Diablo, qui est traité en érable sycomore teinté rouge à cœur. Et donc, le plaquage est teinté dans des bains pour vraiment avoir une profondeur de couleur. Et on a tout un tas de petits aménagements avec des tiroirs qui s'ouvrent en demi-lune de façon synchronisée, avec des petits volets latéraux qui permettent le rangement des boucles d'oreilles, et le petit abattant et son miroir sur le dessus pour pouvoir se mirer avant de sortir. Ok. Là, c'est le bahut gondole, on appelle ça. C'était une demande de clients qui souhaitaient avoir un bahut donc, dans leur salle à manger, hein, une demande lambda. Mais donc là, de pouvoir… l'idée était de dessiner une pièce
qui est assez imposante de par son format et qu'elle soit délicate, qu'elle vienne se poser comme ça dans leur salle de repas. Donc, on est sur une structure en bois moulé qui reprend un peu cette forme de gondole, qui est traitée en ébène vert, avec une ligne comme ça très tendue qui court autour du volume qui lui est traité en zébrano, et à l'intérieur, donc on trouve tout un tas de rangements voués au rangement de la vaisselle d'apparat. Alors là, c'est la console Fusing. Ça, c'est les travaux que j'ai fait en collaboration avec d'autres artistes. Là, en l'occurrence, c'est Suzanne Philidé qui est vitrailliste à Pélussin, dans le Mont du Pilat, à côté de Saint-Étienne. Et on a voulu unir nos deux savoir-faire, le travail du verre et le travail du bois et de l'ébénisterie, au travers d'une collection. Donc on a fait quelques pièces. Et là, l'idée de cette console, c'était d'inverser un petit peu la vision qu'on a du matériau. C'est-à-dire souvent, le matériau verre est considéré comme fragile et délicat. Et là, on a inversé, à savoir qu'on a une lame de bois qui s'effile vers le sol, qui diminue en arrivant en contact au sol, et qui est soutenue de façon très robuste, voire violente, parce que la lame de verre traverse le plateau. Et c'est du verre qui est travaillé au four, c'est du verre fusing. Un autre travail de collaboration avec une artiste qui s'appelle Florence Lemoine, qui fait du verre soufflé. C'est un projet de luminaire. Donc, on a des piétements tripodes en bois qui viennent donc soutenir ces globes en verre soufflé. Voilà, c'est des pièces qui ont été présentées à Maison et Objets cette année. Et voilà. Ok. Alors, on le voit bien en fait à travers ces exemples, vous travaillez régulièrement avec des partenaires, donc ça peut être des architectes, des décorateurs, d'autres artisans qui exercent d'autres métiers. Pourquoi ces collaborations sont importantes pour vous et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, effectivement, les collaborations avec d'autres créateurs, bah, c'est pour enrichir. Moi, je trouve ça très important de présenter son travail, de se confronter à d'autres créateurs, d'autres techniques pour pouvoir imaginer, booster l'imaginaire. Voilà. Après, il y a le travail de réseau. Donc, de savoir, nous, dans le mobilier, on a souvent besoin de savoir-faire complémentaires. Le travail de la gainerie, le travail du miroitier, le travail du serrurier. Et donc, de savoir s'entourer de ces savoir-faire-là avec des gens qui soient compétents, qui comprennent l'exigence d'un mobilier haut de gamme pour pouvoir répondre à nos demandes. Et puis, après, il y a l'évolution du métier. C'est-à-dire que l'artisan ébéniste, dans le temps, on travaillait que pour des clients particuliers. Les gens venaient chez l'artisan ébéniste pour se faire faire un meuble. Dans le temps, quand on se mariait, sur la liste de mariage, il y avait une chambre à coucher, il y avait une salle à manger, voilà. Tout ça, ça a bien évolué. Ça n'existe pratiquement plus, en tout cas chez nous à Saint-Étienne. On a quelques clients qui viennent en direct, mais beaucoup moins qu'avant. Et du coup, il faut trouver des gens qui ont ce type de demande. Et aujourd'hui, ce sont les architectes et les décorateurs qui, chez nous, ont des besoins de notre savoir-faire et qui viennent nous voir pour élaborer des projets avec eux. Souvent, ils me demandent même de dessiner les pièces parce qu'eux, ils travaillent l'environnement, ils travaillent l'ambiance générale, des couleurs, des rideaux, des luminaires, etc. Mais s'il faut une pièce de caractère, ils sont très contents de trouver un pôle qui va savoir répondre à leurs besoins. Donc, ce travail de collaboration, aujourd'hui, est vachement important pour trouver des belles affaires. Ok. Alors, vous m'avez parlé aussi d'un projet que vous avez réalisé récemment pour un client en Arabie Saoudite qui illustre bien justement ces collaborations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, le projet saoudien, c'était assez magique l'année dernière. Je reçois un mail un jour d'un cabinet de décoration de Jeddah en Arabie Saoudite me demandant le prix d'un bureau qu'ils avaient repéré sur le site internet. Donc, je réponds comme ça et de fil en aiguille. En fait, ils ont repéré ce bureau qui avait des dimensions d'1,60 m par 50 de profond
Et eux, leur besoin, c'était cette ligne-là, la ligne du bureau qu'ils avaient repérée, mais dans une proportion complètement différente, 3 mètres par 1,30 m, qui, sur une pièce de mobilier, c'est énorme, c'est vraiment très grand. Donc, il a fallu reproportionner le projet pour que ça puisse correspondre. Donc, tout ça s'est fait par échange de mails et de plans envoyés via Internet. Après, il y a eu la phase d'échantillonnage de matériaux. Donc, tout ça, c'est fait. Aujourd'hui, c'est facile. Hein, il y a FedEx, il y a différents transporteurs qui savent faire ce genre de prestations. Et donc, de fil en aiguille, ils ont topé. Ils nous ont commandé donc, cette pièce majestueuse, accompagnée d'un duo de consoles des credenza qui devaient s'installer derrière. Et donc, avec mon collaborateur et associé Mathieu Gilibert, on s'est investi dans ce projet parce que techniquement, c'était tout de suite très compliqué parce que aller plaquer des parties enfants, peut-être qu'on peut faire passer les images du bureau. Et on va voir l'objet voilà. En question. Voilà. Donc techniquement, c'était vite délicat. Il a fallu qu'on réfléchisse comment on allait s'y prendre. On travaille à l'export, donc c'est des pièces qui doivent être irréprochables. On a des contraintes techniques parce que les pièces devaient être livrées au 15e étage d'une grande tour de Jeddah, donc il fallait que ça puisse être démontable et remontable sur place in situ. Donc il a fallu qu'on assure une prestation de montage là-bas. Et voilà, donc typiquement sur ce type de projet, il y a eu l'étude faite, nous ici en interne, l'étude et la réalisation, mais on a fait travailler un guigné, on a fait travailler un serrurier parce que le client souhaitait pouvoir inscrire ses initiales sur la façade du bureau, donc de savoir faire la découpe comme il faut, de trouver le polisseur qui nous le fasse comme il faut, de trouver le guigné qui accepte de faire la réservation comme il faut. Voilà, donc ça, c'est tout un réseau qui existe et qui est très important dans les métiers de l'artisanat aujourd'hui. On peut peut-être voir une dernière image où on voit justement voilà. le mobilier dans… Cette image, je l'aime beaucoup parce que donc notre pièce majestueuse de 3 mètres par 1,30 m, elle arrive dans ce lieu incroyable au 15e étage de la tour. Et en fait, on a 12 mètres sous plafond. Et il y a un travail, une architecture en bois qui a été proposée par les décorateurs, qui est très impressionnante. Et c'était vraiment chouette de voir un projet de décoration avec un tel investissement de savoir-faire, de budget, pour réaliser un endroit merveilleux. Ok. En tout cas, un bel exemple du savoir-faire français qui s'exporte. Avant de vous poser ma dernière question, je précise juste aux personnes qui nous écoutent et nous regardent, n'hésitez pas à nous poser quelques questions par l'intermédiaire du chat de Facebook Live. Alors, ma dernière question, Paul, c'est tout simplement, donc vous réalisez des projets à l'échelle nationale et internationale, et voilà, comment on fait pour exister quand on est basé à Saint-Étienne, pour développer tous ces projets et notamment dans cette période de confinement. Alors, pour exister, parce que c'est vrai que votre question est vachement pertinente, parce que il ne suffit pas de dire, voilà, on a un bon savoir-faire et donc on va travailler. Il faut aller chercher le boulot et aller chercher le boulot qui correspond à ce que j'ai, enfin en tout cas moi, ce que j'ai envie de faire. Et pour ça, dans les années 80, j'avais rencontré le groupe Xylos à Paris, un groupe de créateurs, d'ébénistes créateurs parisiens. Et il m'avait expliqué, Paul, pour faire des belles pièces, il faut que tu montres des belles pièces. C'est pas en faisant un beau discours ou un beau dessin en disant que tu seras le meilleur du monde qu'on va te confier des réalisations exceptionnelles. Il faut que tu saches les montrer pour en avoir. Et je me suis toujours inscrit dans cette logique-là. Donc, j'ai toujours présenté mon travail au travers d'expositions, que ce soit dans des galeries plus ou moins petites, que ce soit dans des salons soit des salons régionaux de métiers d'art, soit des salons nationaux, internationaux, Maisons et Objets, le salon Révélation à Paris. Et là, j'ai toujours su investir dans un prototype où je soignais ma réflexion, je soignais la ligne du mobilier, je soignais sa réalisation.
Et c'est un investissement de communication. Et c'est en grande partie grâce à ça que de fil en aiguille, on m'a confié des boulots de plus en plus intéressants. Il faut savoir que ces pièces-là, alors certes, une partie ont été vendues, donc quand on les vend, bah, c'est super, on est champion du monde, mais il y en a aussi pas mal qui sont encore à l'atelier sous découverture, mais c'est pas grave, ça fait du patrimoine, c'est de la com. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bah, aujourd'hui, bien sûr, euh, un site internet et un site internet de qualité. Nous, c'est le 5e site internet que l'on a depuis le début de notre activité. Et à chaque fois, de savoir investir là-dedans pour avoir quelque chose qui soit au goût du jour. Et entre autres, c'est ce qui nous a ramené l'affaire saoudienne. Pas que, mais de plus en plus, on arrive à gérer des affaires de façon numérique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les contacts se font via le site et des échanges de mails et jusqu'à des commandes. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Et puis, il y a aussi quelque chose de savoir donner vie à un projet, que ce soit en amont, que ce soit pendant la réalisation et après la réalisation. Donc pour ça, moi la méthode, c'est de faire photographier les pièces remarquables de l'atelier par un photographe professionnel pour que ça fasse un support de communication qui soit cohérente et qui soit en raccord avec l'image qu'on a envie de donner de notre mobilier. Donc voilà, et après, bon, bah, la communication via Internet, newsletter et réseaux sociaux. Donc c'est des choses que moi, je sais pas faire, ce n'est pas de ma génération, mais bah, du coup, je le sous-traite. J'ai des gens qui sont là avec moi pour m'aider à communiquer de cette façon-là. Et puis voilà, et puis mon équipe aussi, avec qui on parle beaucoup, parce que moi, je travaille avec des gens qui sont plus jeunes que moi, et puis on a des apprentis qui sont vraiment très jeunes et qui sont plein là-dedans. Et je suis toujours à l'écoute un peu de leurs idées, de leurs propositions, parce que je trouve que c'est vachement pertinent aujourd'hui leur façon de communiquer, quoi. Ok. Alors, nous avons justement une question de Thierry qui demande combien vous avez de salariés. Alors, nous, à l'atelier, aujourd'hui, il y a donc mon collaborateur et associé Mathieu, et nous avons Valentin qui est apprenti, mais qui prépare un brevet de maîtrise, et Léonie qui est apprenti CAP1. Ok. Alors, Charlotte nous pose également une question. J'aimerais savoir quel est votre parcours, études, et est-ce que vous avez eu plusieurs métiers différents? Alors, moi, j'ai eu la chance de tomber dans la passion des bouts de bois jeune, après la troisième. Donc, j'ai eu qu'un métier, c'est ce métier. Alors, avant d'arriver au métier d'ébéniste, j'ai voulu faire de la sylviculture. Après, j'ai fait de la menuiserie et pour me spécialiser dans l'ébénisterie. Voilà. Donc, moi, j'ai une formation initiale dans une école de production qui s'appelle les ateliers d'apprentissage Abbé Boisard à Vaux-en-Velin. Donc, école de production, c'est un bon système d'apprentissage, je trouve. Et après ça, je suis rentré sur le marché du travail. Et après une année où j'étais donc ouvrier ébéniste à Lyon, j'ai appris qu'il y avait les cours du soir de l'école Boulle. Donc, je suis allé à Paris en voulant suivre ces cours du soir. Et là, ça a été la découverte de l'ébénisterie contemporaine. J'ai vu les projets qui sortaient des élèves de diplôme des métiers d'art de Boulle, c'était fabuleux. Je voyais des meubles, je ne savais absolument pas comment ils étaient faits, ils me faisaient juste rêver. Et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Et depuis, bah, j'essaye de faire rêver mes clients de la même façon. Ok. Alors, Antoine nous demande si la langue, notamment l'anglais, est un frein. Alors, on va peut-être la reformuler. Est-ce qu'il faut parler anglais, peut-être, pour aller à l'international? Ah, c'est vachement plus cool si vous parlez anglais, hein. Parce que là, nous, à Jeddah, avec Mathieu, au mois d'août, on a pris quelques crises de fou rire, hein. Mais bon, sur ce, bah, souvent les gens sont bienveillants et donc bah, déjà, quand on est obligé de parler anglais, on y arrive. Alors, on parle un anglais abominable, mais on y arrive quand même. Et voilà, donc la réponse est bien sûr que c'est mieux. Après, si vous ne parlez pas anglais, bah, faut y aller quand même. C'est surtout ça le truc. Ok.
Alors, une question peut-être un peu technique, hein. Je ne sais pas si la réponse n'était pas évidente. Quel pourcentage du prix de vente représente la communication site photo? Ouais, ok, je comprends la question. C'est pas, moi, je peux pas dire un pourcentage. Nous, on a un prix de revient à l'atelier, un prix de l'heure, quoi, comme toute entreprise, et on englobe tout là-dedans. C'est-à-dire que c'est avec, entre guillemets, ce budget, quoi, on va dire, qu'il faut que ça fonctionne. Et après, c'est que des histoires de priorité. C'est soit vous achetez la dernière machine commande numérique, on va dire, soit vous investissez dans un site internet. Alors, je ne sais pas si mon exemple est très bon, mais enfin, c'est quand même assez parlant. Ou soit vous avez une belle bagnole, soit voilà, vous investissez votre argent là où vous le souhaitez. Mais voilà, moi j'insiste sur le fait que ouais, il faut vraiment imaginer que les gens ne nous connaissent pas. Donc, il faut savoir les appâter, les faire rêver. Et pour ça, bah, il faut que l'image qui sorte de l'atelier soit quelque chose qui corresponde déjà à ce que vous avez envie et puis qu'elle soit la plus forte possible. Bien sûr. OK. Thierry demande si vous envisagez de recruter. Ben, super, merci Thierry, ça fait plaisir que tu poses la question. Alors, on est vachement sollicité, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on a notre équipe, donc malheureusement, non. Enfin, je dis malheureusement. Euh, pour faire le type de boulot, enfin, il ne faut pas que ça paraisse prétentieux ce que je dis, hein, parce que c'est pas le propos. On est métier d'artisan, ça demande une très grande humilité, hein, parce que le métier nous rappelle à l'ordre direct. Mais voilà, donc on ne deviendra jamais une grosse entreprise, c'est pas possible. Là, à 4, déjà, pour assurer que le boulot soit bien fait à 4, ça demande une vigilance de chaque instant. Damien nous demande quelles sont vos sources d'inspiration créative. Ah, c'est peut-être un Damien que je connais, je ne sais pas. Ah, Alors, moi, les sources. Damien Hamon. Eh ben ouais, coquin. Euh, moi, je me nourris, c'est-à-dire que c'est intéressant. Souvent, les gens font l'amalgame. Ah, tu fais du mobilier contemporain, tu es un artiste. Voilà. Moi, je me défends de ça. Je crois que le boulot d'artiste, c'est vraiment quelque chose de différent où il faut défendre un propos. Et moi, je me nourris beaucoup des gens que je rencontre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient pour un besoin, qui me demande de m'investir dans un projet de conception pour lui, et ben je passe du temps chez eux, pas forcément très longtemps, mais un petit peu de temps où je sens s'ils sont plutôt ronds, s'ils sont plutôt carrés. Et ce qui vraiment m'éclate, c'est quand j'arrive à séduire les gens sur un projet. Des fois, il y a des projets que je ne verrai pas chez moi, clairement, mais qui sont parce que trop ostentatoires ou je ne sais quoi, mais qui collent parfaitement à l'attente de mes clients. Et ça, c'est un vrai plaisir, quoi. Alors, merci. Thierry nous demande également, est-ce que vous faites partie d'autres réseaux que l'UNAMA? Alors, réseau, ouais, il y a les entreprises du patrimoine vivant, qui est un label qui est pas mal, donc qui commence à se fédérer en réseau, enfin qui existe en réseau, et voilà, donc je m'y intéresse. Il y avait à une époque l'association EAC qui existait, qui était drivée par un ébéniste parisien qui s'appelle Vittorio Serio, et qui a monté des expositions d'artisans créateurs. Et là, ça a été absolument fabuleux parce que pendant 10 biennales, tous les 2 ans, on se retrouvait avec des créateurs qui venaient de la France entière. Et il y avait des échanges qui étaient extrêmement riches et des échanges plastiques aussi, de voir toutes ces différences d'expression de langage plastique au travers des pièces que l'on présentait. Donc voilà, il y avait ce réseau de l'EAC qui est en sommeil, clairement. Alors, je ne sais pas si Vittorio regarde, mais s'il regarde, ça serait bien qu'il retrouve de la motivation. Euh, voilà. Après, le réseau, c'est clair, ça serait bien d'y participer davantage, mais c'est vite chronophage et c'est un peu le problème quand on est une petite entreprise. Ok.
Charlotte nous demande, je suis étudiante en deuxième année de, alors excuse-moi, je vais peut-être mal le prononcer, DNMADE, peut-être que ça se prononce différemment. Ok. Donc, entre parenthèses, objet, concept mobilier, spécialité ébénisterie au lycée Pierre Vernotte de Moirans en montagne, donc dans le Jura. Faites-vous des interventions dans les établissements ou des conférences? Ça m'est arrivé, ouais, ça m'est arrivé. Alors, notamment près de chez moi, enfin sur Lyon, à la SEPR, j'ai fait plusieurs interventions et je suis aussi parrain des sections de la deuxième année des DNMAD cette année-là. Voilà, donc ça peut m'arriver. Alors après, c'est Moirans en montagne que je connais très bien. J'ai reçu des élèves de cet établissement. C'est un peu loin, il faudrait faire ça l'été, printemps, quand il fait beau, quoi. Ok. Alors, c'est très bien, c'est chouette parce qu'on a plein de questions. Antoine, avez-vous une essence que vous préférez travailler? Utilisez-vous d'autres matériaux, notamment biosourcés? Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup le bois, beaucoup le bois de plaquage. C'est ce matériau avec lequel qui me parle le plus pour créer mes meubles. Et c'est vrai que souvent, je me pose des questions. On va marier d'autres essences, d'autres types de matériaux, des matériaux peut-être plus contemporains, des résines, des choses comme ça. Voilà. Alors après, bon, ça m'est arrivé, ben, par exemple, les exemples que vous avez vus avec d'autres savoir-faire, notamment le travail de verre. Alors, biosourcé, c'est très compliqué parce que quand on va chercher le bois chez nos fournisseurs, c'est toujours des discussions que l'on a, quelles traces on a. Et puis, il y a certains clients qui nous demandent, notamment l'aventure saoudienne, ils nous ont demandé des certificats d'authenticité, de provenance, etc. Et les marchands de bois sont bien embêtés parce que on les a pas. Sur les bois autochtones, alors on a les normes PEFC qui existent. Sur les bois américains, c'est FSC, je crois. Hein. Mais sur les bois africains, bah, il y a zéro certificat qui existe. Voilà. Donc c'est pas évident. C'est une bonne question parce que notamment nous on travaille beaucoup de panneaux qui sont les supports pour recevoir nos plaquages. Et bah, ce n'est pas toujours des matériaux très écolos, hein, parce qu'il y a pas mal de colle dedans, des résines. Donc, on se pose des questions. Mais aujourd'hui, les fournisseurs, ça bug complètement. On n'a pas de réponse. Objectivement, je n'ai pas de réponse. Donc, s'il y a des réponses, moi, je suis preneur d'échanges par mail pour avoir des infos, bien entendu. Ok, donc c'est un sujet effectivement qui mériterait vraiment d'avoir plus, où on devrait avoir plus de traçabilité et c'est sans doute un enjeu à travailler Ah ouais, tout au à niveau des fait. fournisseurs. Ok. Alors, Pierre donc nous dit pas de questions spécifiques, mais je tenais juste à vous remercier pour ces propos. Je suis apprentie ébéniste à Paris et c'est génial de vous voir et de vous écouter parler ainsi de votre passion. Ah Voilà. bah, c'est gentil, merci. C'est sympa. Joseph, est-ce que le fait d'être proche de Saint-Étienne, ville du design, apporte un plus au niveau des échanges culturels? Salut Joseph, parce que je pense que c'est le copain. Alors, Saint-Étienne, ville du design, hein, effectivement, tout le monde en parle. Il y a une très belle cité du design, une très belle biennale du design. Est-ce que ça apporte quelque chose? Ça apporte une énergie dans l'air qui n'est pas Corona. Donc, quand je dis une énergie dans l'air, c'est effectivement, il y a une école l'école des beaux-arts, qui est une section qui sort des designers qui est très dynamique et reconnue. Hein. Pas mal de designers connus qui sont sortis de cette école. Et voilà, donc il y a quelques échanges par rapport à du prototypage, des choses comme ça qui sont faits. Alors, ce n'est pas le plus rentable en termes d'affaires, ça. Voilà. Par contre, c'est vrai que quand on parle de création, il y a pas mal de gens qu'on peut rencontrer ici qui ont des idées, qui ont envie de faire bouger les choses, et ça, c'est assez agréable. Ok. Dominique, est-ce qu'il y a encore des formations pour les apprentis localement? Oui. Alors, localement, je ne sais pas où il est, Dominique, mais
Nous, dans le métier d'ébéniste, il y a encore l'Éducation nationale qui propose des formations. Il y a les compagnons du devoir qui ont des formations qui sont bien au niveau d'entrée, c'est-à-dire CAP. Donc ça, c'est des formations Chambre des métiers qui permettent de pouvoir travailler en atelier assez rapidement. Donc vous avez le CAP et après vous avez les BTM, les BTMS. Donc ça, c'est les diplômes Chambre des métiers. Après, vous avez les formations via les établissements. Donc, nous, ici, dans la région, il y a sur Saint-Étienne un établissement qui prépare au CAP d'ébéniste et sur Lyon, vous avez des établissements qui préparent aux études qui vont un peu plus loin, à savoir, vous avez le CAP, le brevet des métiers d'art, le fameux DNMAD dont on parlait tout à l'heure, qui sort avec un niveau licence et qui après donc peut donner des portes d'entrée sur d'autres types d'études. Ok. J'en profite pour dire aux personnes qui nous écoutent, hein, n'hésitez pas aussi à aller voir le site internet de l'UNAMA, parce que vous pouvez aussi trouver des réponses. Et voilà, l'UNAMA est là pour apporter de nombreux services et d'accompagner les artisans de la formation, au développement, etc. Donc, contacte Monsieur Cruz. Autre question de Jean-François. Quel regard portez-vous sur l'industrie, amis, ennemis, indifférents? Salut Jean-François. Alors, nous à Saint-Étienne, pour illustrer ça, à Saint-Étienne, il y a une dizaine d'années, est venu s'installer le plus grand IKEA d'Europe. Alors à Saint-Étienne, c'est spécialiste pour faire le plus grand d'Europe de tout. Donc, il y avait le plus grand IKEA d'Europe. Alors, je me suis dit, bah, ça ne nous regarde pas, c'est pas un problème. Et puis, moi, je me suis rendu compte, alors c'était dans les années 2008, là, quand financièrement, c'était un peu le bazar partout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tous les commerces de meubles du centre-ville. Alors, quand je dis tout, il y en a pas mal qui ont dégagé, mais il y en a quelques-uns qui sont restés et eux sont devenus beaucoup plus agressifs commercialement. Et du coup, ça a quand même perturbé un petit peu le type de clientèle que j'avais à cette époque-là. Parce que ce qui est marrant avec les années qui passent, si vous voulez, c'est qu'on se rend compte qu'il y a les clientèles comme les goûts. Les goûts évoluent, la clientèle a complètement changé aussi. Moi, pendant longtemps, j'ai eu des gens qui venaient se faire un meuble, c'était le meuble de leur vie, point. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce type de clientèle-là. On est sur des gens qui ont un pouvoir d'achat pour pouvoir faire des projets avec un peu plus d'envergure ou commander des meubles de façon récurrente. Voilà. Après, le coût du meuble industriel, c'est à nous d'être bons artisans. C'est vraiment le truc. Et c'est une fois de plus sans prétention et avec grande humilité que je dis ça. On ne peut pas rester sur ses acquis. Il faut continuer à être curieux, continuer à surprendre notre clientèle. Moi, si je ne surprends pas un client, il ne me passera jamais commande. J'arrive à choper des commandes quand je vais vraiment au bout de ma recherche, de réflexion et que quand je présente le projet, le gars me dit « Ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça. » Et là, paf, c'est gagné. C'est bon. Ok. Mathieu, bonjour Paul, merci pour ce partage. Quel moment dans votre carrière avez-vous pu vraiment orienter votre activité vers un tel niveau de qualité? À quel moment Voilà, c'est un compliment dans la question aussi. Hein. Moi, j'ai un parcours hyper laborieux. Quand vous êtes artisan dans les métiers manuels, pendant votre formation, pendant votre parcours, vous rencontrez des gens qui sont extrêmement doués. Hein, le terme, c'est ça leur pisse des doigts. Et ben moi, ça m'a jamais pissé des doigts. Ça a toujours été laborieux et il a fallu toujours que je fasse énormément d'efforts pour faire des objets de qualité et reconnus comme tels. Ça, c'est un peu la simple réponse. Et après, il y a le coup de la rencontre avec le mobilier contemporain à l'école Boulle. C'était la fin des années 80, début 90, où les designers, boostés notamment par le VIA à Paris, via valorisation de l'innovation dans l'ameublement, se sont mis à faire des meubles avec des techniques d'ébénisterie, du mobilier contemporain. Et
Et ça, pour moi, ça a été fabuleux. C'était génial de voir ça parce que moi, ma formation, c'était en immeuble de style Régence. Alors, techniquement, c'est super à faire. Et aujourd'hui, même quand je vois une jolie carcasse de commode de Louis XV, je suis béat d'admiration devant. Mais bon, c'est pas avec ce langage-là que j'ai envie de m'exprimer. Voilà. Donc, pour répondre à la question, bah, c'est au fil des temps. Et ça, bah, soit on a envie, soit on n'a pas envie. Si on n'a pas envie, eh ben, on fait autre chose. Mais moi, j'ai des confrères qui font des meubles moins soignés, on va dire. Et c'est super, on s'entend très bien. Et puis, surtout, ils bossent, quoi. Il y a une demande pour ça aussi, je veux dire. Ok. Alors, Roland, Roland Ponce, est-ce que vous utilisez des composites dans vos fabrications en dessous des plaquages, agglo, MDF ou panneaux massifs? Le support plaquage, traditionnellement, c'est le latté. Après, on a des multiplis, le contreplaqué. Alors, on a aussi travaillé le médium, hein, c'est clair. Voilà, aujourd'hui, il y a un matériau qui semble pas mal, avec lequel on bosse beaucoup, qui est du latté face médium, qui est un support qui est intéressant. Après, sur le composite, on a des solutions en alvéolaire quand on veut avoir des sections un peu importantes, des choses comme ça. Voilà, en gros, ce que je peux répondre. Et puis, mais voilà, nous, aujourd'hui, on ne plaque pas sur des matériaux plastiques ou des choses comme ça, ou des résines. Ok. Alors, une autre question. Bonjour, merci. Aspiano S-Nord. Quel conseil pour nos apprentis ébénistes qui démarrent dans le métier? De rêver de leur boulot. Moi, c'est pour ça que je continue à faire ce métier et que je continue à être passionné. C'est que quand je dessine un beau meuble, quand je fabrique un beau meuble, j'en rêve la nuit. Et le matin, je suis content de me lever pour aller voir si le collage de la veille a bien fonctionné. Donc, Okay. le conseil, c'est ça. Et puis, la curiosité aussi, bien sûr. Curiosité et l'humilité. Alors, Mathieu, est-ce que les mobiliers haut de gamme représentent la totalité de votre activité ou y a-t-il également des projets plus modestes, plus communs? Alors, on fait essentiellement, on fait à peu près 85% de pièces qui sont dessinées à l'atelier. Donc, quand je dis des pièces dessinées, c'est effectivement du haut de gamme parce que c'est un vrai engagement dans la fabrication de ces meubles où on choisit nos plaquages, on va plaquer nos panneaux, on va les transformer, on va traiter les finitions. Et moi, les collaborateurs qui bossent avec moi, ils sont à fond là-dessus pour justement soigner les finitions, soigner le petit détail qui va bien. Voilà. Donc, dire que c'est 100%, le problème, il est clair, c'est que des fois, il y a des gens qui viennent en disant, tiens, j'ai besoin de 2 rayons. Est-ce que tu peux me les faire? Alors, je dis, bah oui, regardez, on va faire le devis ensemble. Et puis, on fait le devis. Et l'heure de l'artisan aujourd'hui coûte très, très cher. Donc, oui, des fois, c'est arrivé que pour 2 rayons, bah, c'était 350 euros. Donc, les gars disent, bah non, bah, chez Ikea, c'est. Voilà, bah, je dis, bah, oui, tu vas chez Ikea. Et puis, tu viens pas voir un artisan pour lui faire perdre son temps. Donc à la question, voilà, on tend quand même vers des choses qui sont plutôt soignées, quoi, pour valoriser le prix qu'on les vend. Ok. Laurence et puis Saint-Témoignage, merci pour ce partage tapissière et abat-jouriste. J'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter un artisan, toujours aussi passionné par son métier et passionnant. Merci. Voilà. Dominique, il y a de plus en plus de déserts en formation. Entre parenthèses, je suis employeur. Yes, effectivement, je suis d'accord avec Dominique. Alors là, c'est l'histoire du réseau, quoi. Mais c'est vrai que si vous avez besoin d'un ouvrier du jour au lendemain, c'est très compliqué. Donc, quand je dis réseau, bah, c'est effectivement connaître. Nous, l'exemple ici, par exemple, on a travaillé pendant longtemps avec les Compagnons du Tour de France, où chaque année, on recevait des itinérants. Donc, pendant 15 ans, j'ai fonctionné comme ça, où chaque année, j'avais des gars qui étaient compétents. En plus, il se passait le mot entre eux. Donc, j'avais des gars qui arrivaient plutôt en fin de tour. Et ça a été des rencontres toujours très enrichissantes.
Puis au bout d'un moment, fatigante aussi, parce que chaque année, on ne sait pas sur qui on va tomber. Et puis, une ou deux fois, quand même, on est tombé sur des gars avec qui ça fonctionnait moyen. Voilà, donc après, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai embauché Mathieu il y a 15 ans. Et puis, bah, il est toujours là, c'est affreux. Il est associé maintenant. Euh, voilà, donc après, ouais. Et quand je dis réseau, bah, c'est connaître les centres de formation, connaître les enseignants. Et puis, il y a des fois dans ces centres de formation, bah, ils ont des sortes de bourses, je dirais, où les gars communiquent après leur formation. Et bah, c'est par ces réseaux-là qu'il faut communiquer pour avoir des, des gens qui postulent, qui connaissent un peu le métier, parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui. Ok. Alors, Lily Rose, il y a beaucoup de questions. Lily Rose, que pensez-vous des CAP ébénistes en reconversion? À 40 ans, est-ce très risqué, fou, de se reconvertir? Non, enfin, une fois de plus, c'est vrai moi, je reçois beaucoup de gens ici qui demandent. C'est pas parce que c'est moi, c'est parce qu'on n'est pas beaucoup d'ébénistes et que c'est un métier qui attire beaucoup. Moi, je crois que s'il y a de l'envie, il faut surtout pas la frustrer, cette envie, parce que vous allez mal vivre. Donc, il faut y aller. Euh, Moi, j'ai un confrère, et pas très loin d'ici, en Haute-Loire, un gars qui s'appelle Jacques Mansuy, qui est un ébéniste extraordinaire, qui a fait des choses vraiment fabuleuses. Et c'est un gars qui s'est reconverti sur le tard, formation en un an. Voilà. Bon, comme je disais tout à l'heure, lui, ça lui pisse des doigts. Bon, voilà. Après, le parcours, il n'est pas simple. Hein, certes, vous allez faire un métier qui vous intéresse et dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Après, faut manger avec. Et ça, faut pas se leurrer. Je veux dire, c'est pas un métier où il y a beaucoup d'argent. Hein. Okay. Laurent, quel type de finition appliquez-vous? Alors, ça rejoint un peu tout à l'heure la question par rapport au côté un peu écolo de l'affaire. Traditionnellement, un beau meuble, il est verni. Il est verni pourquoi? Parce que c'est ce qui révèle quand même le mieux la beauté du bois et la profondeur du matériau. Donc, c'est vrai que nous, on continue à privilégier des finitions vernies. Et aujourd'hui, ce sont des vernis PU acryliques, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de finition de même qualité avec des produits hydro, sachant que le produit hydro n'est pas forcément bio non plus. Hein. Si vous videz votre pot de vernis dans l'évier, c'est dégueulasse. Donc, voilà, par rapport à cette notion-là, c'est vrai que nous, on privilégie le vernis. Et avec Mathieu, on a vraiment poussé la recherche sur les vernis. Ça, c'est pareil. Dans les finitions, par rapport aux fournisseurs de vernis, il ne faut pas les lâcher. Parce que les gars, ils vous vendent du PU ou du cellulosique, enfin des vernis, quoi. Et si vous ne posez pas de questions, ils vont vous donner ce qui vient. Et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, en les triturant, j'ai envie de dire, ils nous ont apporté des solutions qui sont vachement pertinentes, vachement intéressantes, où on a cette notion de couleur, de profondeur du matériau, tout en respectant le grain du matériau, chose qu'on reproche beaucoup au vernis polyuréthane, où ça fait donc une couche de plastique dégueulasse. Voilà. Après, il y a les solutions, bien sûr, d'huile qui existent. Alors, il y a plusieurs types d'huile. Il y a Rubio, notamment, qui font un produit qui est assez sympa. Voilà. Après, c'est des applications c'est des modes d'application. Et dans l'équilibre économique d'une entreprise, la finition, c'est quelque chose de très important, bien sûr, et qu'il faut maîtriser en termes de temps, en termes d'argent. Sinon, bah, vous faites la marge à refaire votre finition 15 fois. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on fonctionne essentiellement avec du PU acrylique. Ok. Charlotte, comment pensez-vous la fabrication des mobiliers, entre parenthèses, logiciel 3D, plan informatique? Pour notre question. Alors, la conception, bah, ça démarre de la feuille blanche, hein, toujours, donc papier-crayon, quoi qu'il en soit. Au début, donc moi je ne suis pas un grand dessinateur au terme d'illustrateur, donc avant d'être équipé en logiciel 3D, ce qui est le cas aujourd'hui, bah, je faisais des jolies planches au dixième avec des couleurs et des maquettes. Beaucoup de maquettes, ça c'est très très
vendeur, le client se rend tout de suite compte de l'idée que vous avez envie de lui amener. Et donc, la maquette, c'est très porteur. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on est équipé en logiciel 3D. C'est un logiciel qui s'appelle TopSolid, qui nous permet à la fois de faire de la conception de projet, de la présentation, donc, mais surtout après de faire l'étude technique où je construis sur mon ordinateur le meuble comme il va être fabriqué à l'établi. Et après, on a tout un tas de déclinaisons de techniques, de fiches de débit, de mise en plan et de calpinage. Voilà. Donc, c'est un outil qui est très important aujourd'hui dans l'entreprise. Ok. Un témoignage également de Roger Leboeuf, Roger qui est artisan ébéniste en Vendée. Alors, nos formations seront de plus en plus régionalisées. Il faut que nos jeunes et leurs familles acceptent de bouger et que nous, artisans, nous nous impliquons pour plus faire connaître nos besoins. L'UNAMA, donc je vous en parlais tout à l'heure, l'UNAMA peut servir de relais pour vous aider et participer à créer une dynamique locale. Okay, ouais, je suis d'accord dans le sens où il faut s'intéresser à ces trucs de formation parce que la formation d'ébéniste, c'était en 3 ans, c'est passé en 2 ans, et là, il m'a semblé entendre que ça allait peut-être passer en 1 an. Ça devient un petit peu inquiétant. Et effectivement, que les relais type UNAMA puissent nous aider, nous, à nous faire entendre, ça me paraît important. Ok. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Donc, merci aux internautes pour leurs questions, parce que ça nous permet vraiment d'enrichir cette interview. Merci beaucoup, Paul, d'avoir passé ce temps avec nous. Eh ben, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et puis, merci beaucoup aux internautes. Du coup, c'était vachement sympa d'avoir un truc interactif comme ça. Ok. N'hésitez pas à aller voir le site internet de Paul, paulhoffman.fr, et vous pourrez retrouver vraiment plus en détail ces très belles réalisations. Merci à l'UNAMA aussi qui organise ce live. Donc, tous les vendredis, on se retrouve à la même heure. Et donc, vendredi prochain, on aura le plaisir d'accueillir Karine Kunkemayi, qui est designer textile à Nantes et qui va nous parler des tendances 2020-2021 pour l'ameublement et la décoration. Voilà, donc merci beaucoup, portez-vous bien et à bientôt. Merci, au revoir.